Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Une vidéo aujourd'hui, on va encore parler de moniteur, mais on va pas parler de moniteur pour mettre sur l'appareil photo, mais on va parler de moniteur pour faire de la retouche de photos, donc celui qui va accompagner votre ordinateur. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais aller tout au long de certaines caractéristiques des écrans et puis je vais vous aider à sélectionner ces caractéristiques ou du moins à trouver l'importance des caractéristiques et donc de faire votre choix par rapport à toutes ces caractéristiques d'écran. Donc la première caractéristique d'écran forcément à regarder, eh ben, ça va être la dimension tout simplement de l'écran. Donc la dimension pour des écrans de retouche photo, j'aurais tendance à dire il faut partir au moins sur du 27 pouces. Alors 24 pouces, ok, ça peut le faire. 27 pouces, pour moi, c'est la taille idéale. Alors aller au 31 pouces, c'est bien, mais je vais vous dire quelque chose, en fait. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que il faut regarder, en fait, la distance de recul que vous avez par rapport à un écran. Il faut savoir qu'en fait, pour pouvoir voir complètement votre écran d'un seul coup d'œil, il faut que votre recul par rapport à l'écran soit égal à la diagonale de l'écran. Donc en gros, si vous avez un écran de 27 pouces, il va falloir se placer à 70 cm de l'écran pour pouvoir le voir d'un seul coup d'œil. Donc du coup, si vous n'avez pas assez de recul, il va falloir probablement descendre sur un 24 pouces. L'inconvénient du 24 pouces, c'est que quand vous faites de la retouche photo, notamment lorsque vous êtes dans Lightroom, eh ben, vous avez toutes ces petites fenêtres qui s'ouvrent sur le côté et qui vont réduire l'espace de votre écran, ou du moins celui où vous allez visionner votre photo. Donc ça peut être embêtant. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que quand vous allez développer une photo en format portrait, et ben cette fois-ci, en fait, la photo va être encore un petit peu plus petite du fait de votre format d'écran. Alors, je sais qu'il existe des écrans qui peuvent se tourner, pivoter pour justement faire du développement en portrait. Très honnêtement, j'ai jamais testé. Je pense qu'effectivement, ça pourrait être intéressant, mais très honnêtement, je me vois mal tourner mon écran à chaque fois que j'ai une photo que je veux développer. Donc, à la limite, si vous avez la possibilité d'avoir deux écrans, pourquoi pas, et on va d'ailleurs en parler un petit peu plus tard dans la vidéo de deux écrans. Mais si c'est un seul écran, franchement, je vois pas trop l'intérêt. Donc, comme je vous disais, si vous avez de la place, 27 pouces au moins. Et puis sinon, descendez sur du 24 pouces si vous êtes un peu embêté. N'allez pas en dessous parce que là, pour la photo, après, ça va devenir vraiment problématique. Donc voilà, la dimension de l'écran, donc premier facteur important à regarder. Le second facteur important à regarder, c'est la résolution. Alors, la différence entre la définition et la résolution. La définition, on parle de définition sur un capteur, donc en fait, c'est le nombre de pixels que vous allez avoir sur un capteur. La résolution pour un écran, en fait, c'est le nombre de pixels à la fois sur la longueur et sur la largeur. Donc en fait, vous avez plusieurs résolutions d'écran qui vont s'offrir à vous. Vous avez le Full HD, vous avez le Quad HD, vous avez le 4K, vous avez le 5K. Et donc, en fait, tous ces formats-là vont s'associer à une certaine résolution, donc à un certain nombre de pixels sur la largeur et sur la hauteur. Je vous mets donc sur le petit tableau ici donc toutes les définitions justement avec les dimensions et les résolutions de pixels pour que vous vous rendiez compte. Alors, lequel choisir? Je pense que il faut au moins le Quad HD. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Sinon, donc vous avez l'Ultra HD aussi qui peut être intéressant. Le 4K pour développer en photo. Je suis pas forcément sûr que ça soit vraiment intéressant. Par contre, si vous allez faire de la vidéo aussi, donc là, c'est plutôt intéressant d'avoir aussi le 4K à votre disposition. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en montant sur le 4K, donc vous allez avoir une définition qui est meilleure, mais vous allez voir aussi les menus qui vont être beaucoup plus petits, qui vont s'afficher beaucoup plus petits. Alors bon, il faut savoir que tous les fabricants de systèmes d'exploitation, que ce soit Windows ou Mac, ont prévu le coup, et donc vous allez pouvoir augmenter justement la taille de ces menus. Mais en fait, c'est quelque chose vraiment à garder l'esprit, c'est que vous allez augmenter votre définition, mais par contre, vous allez rapetisser tous les menus dans votre écran. Donc, Ultra HD, suffisant. Et puis sinon, si vous avez vraiment envie pour la vidéo, le 4K. Donc voilà. Troisième facteur à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle la dalle. Alors la dalle, il en existe plusieurs. Je vais vous mettre aussi donc les noms. Donc vous avez la TA, vous avez la VN, vous avez l'IPS et puis vous avez l'OLED.
Alors franchement, pour la photo, ce que je vous recommande, c'est l'IPS. Donc en fait, l'avantage de l'IPS, c'est quelle que soit votre position lorsque vous allez bouger par rapport à l'écran, eh ben, vous allez garder le même contraste, vous allez garder la même luminosité. Donc il n'y a pas d'effet en fait de perte de luminosité ou de variation de luminosité en fonction de comment vous allez regarder l'écran de côté, un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite, avec l'angle de vue en fait sur votre écran. Donc ça, c'est plutôt intéressant sur la photo de garder finalement une luminosité et un contraste qui sont constants. Donc la dalle IPS, c'est vraiment ce qui va être intéressant. Il faut savoir que la dalle IPS, elle a ce petit inconvénient, c'est que si vous faites de la vidéo, ou alors si vous êtes par exemple un gamer et que vous jouez sur l'écran d'ordinateur, elle va être un petit peu plus lente au niveau du rafraîchissement. Donc ça peut être un peu embêtant pour la vidéo et pour le jeu. Alors la vidéo, je pense pas trop. Le jeu, très clairement, oui, ça peut être quelque chose d'embêtant. Le OLED pour la photo, j'aurais tendance à dire que non, c'est pas forcément utile. Donc le OLED, en fait, ça va avoir cette capacité d'aller pouvoir vraiment afficher des blancs purs et des noirs purs. Donc ça, c'est bien, justement, encore une fois, si vous faites de la vidéo. Probablement que c'est quelque chose d'intéressant. Pour la photo, limitez-vous à l'IPS, ça sera largement suffisant pour votre besoin. Donc, cinquième facteur à regarder sur un écran, et probablement le dernier avant qu'on aille dans tout un tas de petits détails, c'est le contraste de votre écran. Alors, le contraste, il faut savoir que en photo, hein, le contraste, on va parler en stop. Donc, on va dire j'ai 2 stops, j'ai 3 stops, 4 stops, 5 stops. Donc, la vue. Alors, les stops, ça veut dire quoi déjà? Les stops, c'est-à-dire que quand vous avez 2 stops, c'est-à-dire que entre les noirs et les blancs, vous avez 2 puissance 2 en fait de différence, donc 4. Et puis quand en fait vous regardez sur Lightroom, donc on est à 256, et si je ne m'abuse, 256, ça doit être 2 puissance 8. Je vous mettrai quand même ici si c'est vrai, si c'est vrai ou pas. L'œil humain, lui, il va être capable en fait de voir 14 stops. Donc 14 stops, c'est 2 puissance 14, c'est 16 000 et quelque chose. Alors j'ai pas fait le calcul de tête, hein, je l'ai fait avant. Et donc en fait, l'œil humain, donc lui, est capable de distinguer ces 14 stops. Donc du coup, c'est pas la peine de vouloir chercher un écran qui va être justement au-delà des 14 stops. Et d'ailleurs, je sais même pas s'il en existe. Après, quand vous faites de l'impression, il faut savoir qu'une impression, en gros, on est sur du 7-8 stops. Donc finalement, ce qu'on retrouve dans Lightroom, les fameux 256. Donc du coup, en fait, pour votre écran photo, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de se trouver quelque chose qui va être à l'entour de 10-11 stops. Donc finalement, si vous trouvez quelque chose qui a un contraste, comme on appelle sur les écrans, donc vous avez un premier chiffre qui est le chiffre important, qui est la variation maximum sur les hautes lumières, 2.1. Donc si vous avez quelque chose qui est du 1000 sur 1 ou du 800 sur 1, vous avez déjà quelque chose qui est intéressant. 1500, c'est un must, mais c'est pas vraiment quelque chose d'obligatoire pour développer de la photo. Alors c'est vrai qu'il y a aussi maintenant ce phénomène de HDR qui apparaît, donc cette capacité finalement de retenir les détails encore un peu plus dans les hautes et dans les basses lumières qui va s'ajouter aussi à votre écran. J'en ai pas personnellement sur mon écran, ça m'handicape pas forcément. Après, vous pouvez aller voir donc sur vos téléphones, parce que je pense que la plupart de vos téléphones sont justement avec HDR. Donc il y a tout un tas de photographes. Je vais vous mettre d'ailleurs un nom dans la description de la vidéo qui publie justement des photos en SDR, finalement en standard dynamic range et en HDR. Et vous pouvez voir la différence, et vous voyez vraiment qu'on a beaucoup plus de détails qui sont retenus dans les hautes et dans les basses lumières. Maintenant, c'est quand même quelque chose qui est compliqué à développer, et forcément, puisqu'on va avoir un petit peu plus de plage dynamique à développer et à s'intéresser. Donc, je suis pas persuadé que c'est, du moins dans notre niveau de photographie en tant qu'amateur, que d'avoir un écran HDR, ça va être quelque chose qui va vous apporter plus. D'avoir un bon contraste, oui. D'avoir un écran HDR, pas forcément. Donc voilà. Tous les critères finalement pour sélectionner un écran. Donc j'aurais tendance à dire que pour moi un écran parfait pour la photo, ça va être un écran en fait de 27 pouces avec une dalle IPS, avec une résolution Ultra HD, ça suffira largement. Un contraste entre 800 et 1000, et là vous avez déjà un bon écran pour faire de la photo. Alors après, il peut y avoir beaucoup d'accessoires que vous pouvez acheter pour améliorer votre écran. Donc vous avez notamment ces protections sur les côtés pour éviter les reflets. Alors il faut savoir aussi qu'il existe des écrans qui sont traités sur la partie en verre, justement pour éviter les reflets. Vous avez aussi la possibilité d'acheter ces barres lumineuses que vous allez poser sur le haut de l'écran. J'en ai d'ailleurs une sur mon écran ici, qui va vous empêcher aussi un peu les reflets. Et puis je trouve que ça donne
quelque chose, ça adoucit un peu pour les yeux pour travailler et je trouve que ça apporte un confort pour travailler sur l'écran qui est relativement intéressant, ces petites barres lumineuses. Et puis bah voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que vous avez besoin sur votre écran. Et puis bah forcément, donc la dernière chose qu'il va falloir s'intéresser, c'est comment je vais connecter mon écran sur mon ordinateur. Et donc là, en fait, sur les écrans, donc vous avez en général soit un HDMI, soit un DisplayPort ou soit le USB-C. Alors le USB-C commence à faire maintenant beaucoup de choses. Donc du coup, il vous permet probablement notamment de pouvoir connecter plusieurs écrans ensemble. Mais sinon, c'est le port display en fait qui le port display. Je vérifierai, j'ai un doute sur le terme, mais c'est ce port-là qui va vous permettre de connecter un deuxième écran si vous le souhaitez. Et puis bah bien sûr le HDMI aussi, puisque là c'est celui qui va se brancher sur la carte vidéo. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour sur toutes les possibilités pour les écrans vidéo. J'espère que ça vous aura aidé pour faire votre choix si vous aviez l'intention, par exemple pour Noël, puisqu'on commence déjà à en parler, de vous acheter un écran vidéo pour la photo, un écran d'ordinateur pardon pour la photo ou pour la vidéo, puisque je vous ai donné aussi quelques astuces pour ceux qui veulent faire de la vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, bah, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, et puis bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine, et puis on se retrouve bien sûr dimanche pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne fin de semaine à vous. Au revoir.